Monsieur le Président de la République, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette fidélité, puisque chaque année, vous nous faites le plaisir de nous accorder cette interview. Alors, évidemment, vous avez inauguré ce matin le 54e, cette 54e édition du Salon d'agriculture, en dévoilant une plaque hommage à Xavier Belin. Vous étiez hier, d'ailleurs, à ses obsèques. Un mot, justement, en mémoire de ce grand syndicaliste, pour l'homme et pour son action. C'était un grand syndicaliste. Et j'ai pu mesurer ce qu'a été son engagement, à la fois pour préparer l'agriculture de demain, parce qu'il avait le sens de l'innovation, et en même temps pour régler les crises d'aujourd'hui. Et il le faisait avec beaucoup de responsabilité. C'était pourtant un moment très difficile. Il aurait pu tomber dans des surenchères. Il avait toujours le souci de trouver le bon compromis et de chercher la bonne solution. Ça veut dire qu'il était bien sûr dur dans les discussions, mais qu'il savait trouver toujours le chemin de la solution. Sur l'homme, et c'était la cérémonie d'hier qui nous l'a fait une fois encore rappeler, c'était que c'était un agriculteur. L'idée que l'on se fait du syndicalisme en général, du syndicalisme agricole, c'est qu'on pense que celles et ceux qui s'expriment au nom d'organisations sont des professionnels, sont des fonctionnaires, seraient des représentants qui n'auraient plus de lien avec leur activité. Rien n'est plus faux. Xavier Belin, il était sur son tracteur. Xavier Belin, il avait remonté très tôt, parce que son père était mort jeune, il avait remonté l'exploitation familiale. Et il était toujours lié à son département du Loiret. Et il y venait régulièrement parce qu'il avait d'abord la passion de l'agriculture. Et je pense que c'est cette dimension humaine que je voulais rappeler à l'occasion de ce salon. Alors justement, des crises, il en est question dans le secteur agricole. L'année 2016 a été marquée évidemment par des aléas climatiques importants qui ont impacté toutes les filières agricoles, mais aussi par certaines crises sanitaires. Alors justement, comment on peut faire évoluer le système assurantiel pour justement lutter contre ces aléas climatiques et sanitaires et faire en sorte justement qu'on ait un système un peu plus juste de rémunération contre ces aléas? Ça, ce sera l'enjeu de la prochaine politique agricole commune. Il faut d'abord la préserver dans son volume, dans son ampleur, dans ses financements. Mais il faut la changer d'orientation. Elle doit être beaucoup plus tournée vers le soutien des marchés, donc des prix, et pas seulement sur la compensation qui est nécessaire. Et j'ai défendu des handicaps ou de la valorisation d'un certain nombre d'actions environnementales. Là aussi, c'est indispensable. Mais il faut que la dimension assurantielle puisse être également menée et engagée. Et ça se fera avec les grandes organisations ici. Mais je pense que nous ne pouvons plus vivre des crises conjoncturelles qui s'ajoutent les unes les autres et qui font perdre de la visibilité et qui désespèrent les agriculteurs, qui se disent mais alors finalement, quel est aujourd'hui notre avenir si on ne peut pas conjurer les crises qui peuvent se produire, crise climatique, crise sanitaire. Donc la dimension assurantielle est très importante et l'État devra être en soutien de cette politique. Alors il y a l'État qui doit être en soutien de cette politique-là, mais pour améliorer la compétitivité là aussi de la ferme France, j'allais dire, il y a la notion des exportations là aussi qui est importante et on l'a vu avec la difficulté de conclure des partenariats internationaux et des échanges commerciaux, des différents traités qui sont en cours de négociation. C'est vrai que c'est difficile là aussi d'améliorer le revenu exportateur de la France aujourd'hui. Alors pourquoi ? Alors d'abord, nous avons engagé une politique d'amélioration de la compétitivité de nos structures. Et ça a été la politique du CICE, de la baisse des charges. Et c'était important que pour toutes les exploitations, il puisse y avoir aussi ce soutien. Mais pour que la compétitivité puisse être loyale, faut-il encore que l'on puisse se déployer dans un marché où les règles ont été posées. Et c'est tout le sens des négociations commerciales. Négociation commerciale, ce n'est pas simplement pour favoriser le libre-échange. C'est pour dire que ne viendront ici les produits qui auront respecté un certain nombre de règles. Et que nos produits devront être garantis quant à leur traçabilité, à leur origine, à leur reconnaissance, à leur appellation. Et c'est pour cela que j'ai défendu l'accord commercial avec le Canada, ce qu'on appelle le CETA, et c'est pourquoi j'étais totalement hostile à ce que les Américains nous proposaient dans ce qu'on appelait le traité TTIP, qui justement ne reconnaissait pas les appellations. Enfin, je voudrais mettre en garde les agriculteurs. Il y a une tentation qui pourrait être celle du repli national, de se dire bon, finalement, on n'a qu'à produire pour nous-mêmes, on consommera ce que l'on fait, on ne fera pas venir des produits venant de l'extérieur et on n'aura pas besoin non plus d'exporter. Si l'agriculture française n'exportait plus,
elle ne pourrait pas entretenir autant d'activités, donc d'emplois ici en France. Et on va prendre l'exemple de la production bovine. Je ne parle même pas de la production céréalière, la production bovine. Aujourd'hui, si on peut faire redresser un certain nombre de cours pour le bovin, pour le porc, c'est parce qu'on a pu conquérir des marchés. Marché chinois, marché dans les pays du Maghreb, bientôt le marché irakien. Donc nous avons besoin de produire et aussi d'exporter. Oui, mais sans surproduction, on l'avait bien avec le lait, hein, il y a effectivement un abaissement des cours qui est lié à une surproduction là aussi. Par rapport à ce qui s'est produit dans l'activité laitière, où là, il n'y avait plus la garantie que pour procurer les quotas laitiers, on a été sur un marché mondial totalement dérégulé, on a vu les conséquences, ça a été la chute des cours. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Remettre des procédures de régulation, des mécanismes à l'échelle européenne, et puis deuxièmement, avoir une filière qui s'organise mieux, et c'est pourquoi les prix commencent, les cours, un peu, trop peu, à s'améliorer, parce qu'on a commencé à agir, et je peux là aussi saluer toutes les organisations qui y ont contribué. Alors vous parliez justement d'Europe. Il y a un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui ont un peu un déni d'Europe. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont l'impression de ne pas lutter, même à l'intérieur de l'Europe, avec les mêmes règles européennes. Parce qu'effectivement, le niveau du SMIC n'est pas le même en Europe. Il y a un certain nombre de normes qui sont surtransposées en France et qui sont donc liées à des surcoûts pour les agriculteurs. Vous étiez un peu engagé à une simplification justement des normes et à une certaine harmonie sociale au niveau européen. Force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi? Là aussi. D'abord, j'ai fait en sorte depuis 2012 qu'il n'y ait pas de surtransposition. C'était le cas avant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous transposons ce que nous devons effectivement mettre en conformité par rapport aux règles européennes, pas davantage. Deuxièmement, j'ai veillé à simplifier pour les installations, pour les exploitations porcines, pour les exploitations bovines, que ça aille plus vite et que ce soit plus simple, que ce soit sous un mécanisme de déclaration et plus d'autorisation. Mais c'est vrai. C'est encore plus long qu'en Allemagne, par exemple. C'est vrai que c'est plus long qu'en Allemagne. Donc il faut continuer cet effort. Et puis, ce qui est exact, c'est qu'il y avait des distorsions de concurrence. Il y a encore des distorsions de concurrence. On a lutté pour que les Allemands puissent enfin avoir un SMIC dans le secteur de l'alimentation, de la transformation. Mais le SMIC le SMIC reste encore trop bas. Et le SMIC roumain est encore beaucoup plus bas. Bien sûr. Et donc, nous devons faire converger ces SMIC et de manière à ce que nous puissions avoir un échange qui puisse être plus juste. Mais en même temps, nous sommes dans un grand marché. Nous avons à affronter des pays qui sont de tailles différentes, qui sont d'économies moins développées que la nôtre, mais nous ne devons pas en avoir peur. Parce que nous avons aussi des spécificités, nous avons aussi une qualité. Et nous pouvons aussi exporter vers ces pays-là nos propres produits. Enfin, si on mettait en cause la politique agricole commune, s'il n'y avait plus de politique agricole commune, certains demandent, je devrais dire certaines demandent qu'il n'y ait plus de politique agricole commune, qu'on prenne l'argent qu'on met dans l'Europe, puis qu'on le garde pour nous, puis qu'on s'enferme. On voit bien que les agriculteurs n'auraient plus le soutien au niveau européen. Ils n'auraient plus un certain nombre d'aides qui aujourd'hui leur sont versées. Sans politique agricole commune, il n'y a plus d'agriculture française. Mais là aussi, il faut le rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a une distanciation qui se fait vraiment entre le secteur agricole et cette politique, et un certain déni là aussi de la politique. S'il y a un secteur qui a pu bénéficier de l'Europe, c'est l'agriculture. Elle n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce que l'agriculture a quand même beaucoup de difficultés, et ensuite parce que l'Europe a ajouté des contraintes administratives très lourdes pour verser les aides, et enfin parce que les mécanismes qui étaient au départ fondés sur le soutien des prix se sont progressivement transformés dans d'autres mécanismes qui sont, à mon avis, plus contraignants pour les agriculteurs. Une autre ambition de votre quinquennat, c'était le développement de l'agroécologie. Alors force est de constater là aussi que même si les agriculteurs sont plutôt en accord avec des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement, sur le terrain, le développement est encore assez timide. Alors là aussi, comment on peut faire lever un certain nombre de verrous pour développer votre agro... D'abord, il ne faut pas opposer les agricultures entre elles. Il y a la nécessité dans toutes les formes de pratiques agricoles d'intégrer la dimension environnementale. Parce que c'est à la fois une nécessité par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique et en même temps, c'est un atout et un levier pour des productions de qualité comme les nôtres. Nous n'avons rien à redouter. Et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a fait en sorte que l'agro-environnement puisse être porté par des soutiens spécifiques. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés dans le bio, qui se sont lancés dans ce type de pratiques et qui en ont tiré des revenus plus conséquents. Le consommateur lui-même y est très attentif.
Et en plus, ça nous permet d'avoir des aides venant de l'Europe pour soutenir ces productions. J'ajoute que l'innovation technologique peut s'intégrer encore davantage dans cet agro-environnement. Néanmoins, ce que je veux aussi souligner, c'est que nous avons absolument besoin que l'agriculture puisse être considérée dans notre pays. Ce que j'entends le plus au-delà des crises, au-delà des difficultés, c'est la considération du travail. en disant on en a assez d'être perpétuellement mis en accusation par rapport à des pratiques, par rapport au bien-être animal, alors que nous avons fait énormément d'efforts. Et moi, ce que je dois faire comme président de la République, c'est dire aux Français, ayez de la considération, ayez de la fierté, ayez même de l'amour pour tous ces agriculteurs qui se dévouent pour vous et qui nous apportent de la sécurité et de la qualité. Et ne nous laissons pas intimider par ces forces, qui sont d'ailleurs parfois des forces économiques très puissantes, qui voudraient mettre en cause une certaine production animale, notamment, alors même que nous avons besoin dans notre alimentation d'avoir des productions végétales et des productions animales. Et ça, je ne laisserai pas faire, parce que c'est une entreprise extrêmement dangereuse qui s'est engagée. Alors la Ferme France, justement, vous accueille ce matin dans un climat plutôt là aussi convivial. On vous a vu déambuler dans les allées ce matin. Vous avez reçu là aussi un accueil chaleureux. Finalement, vous venez d'un département rural, comme un de vos prédécesseurs qui était aimé, notamment Jacques Chirac. La Corrèze est importante pour vous. Est-ce que vous voyez dans les candidats qui briguent votre succession cette aspiration rurale ? Vous savez, on n'a pas besoin d'être d'un département rural pour avoir de la considération pour l'agriculture. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit ça qui puisse s'installer. Moi, j'ai été élu d'un département rural, je connaissais bien l'agriculture, et notamment l'élevage. Mais l'agriculture, c'est une force pour l'ensemble de notre pays, pour toute notre économie. Et donc, je ne vais pas regarder un candidat selon le département dont il est l'élu. Ce que je vais lui demander, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour que nous puissions surmonter les crises sans démagogie, parce que c'est tellement simple de venir au salon et de dire « vous allez voir, dès que j'aurai votre confiance, les crises vont disparaître ». Elles ne disparaîtront pas, les crises. C'est un mensonge. En revanche, on doit avoir des instruments, on en a parlé, assurantiels, qui puissent soutenir beaucoup plus efficacement les agriculteurs. Deuxièmement, il faut que le prochain président puisse être sur la politique agricole commune immédiatement mobilisé. Ça va se jouer tout de suite. Et enfin, je lui demanderai d'avoir pour l'agriculture une vision élevée, haute, de bien voir que c'est une industrie agroalimentaire qui permet à la France d'être exportatrice. Ce sont des territoires qui sont vitalisés, dynamisés, animés par les agriculteurs. Et c'est aussi de faire que l'environnement puisse être une valeur partagée et que l'agriculture contribue au succès justement de l'accord sur le climat. Et puisqu'on parlait de Xavier Belin au début de cet entretien, Xavier Belin, il avait, avant la conférence de Paris, la COP 21, il avait engagé l'agriculture dans le domaine de la recherche et de l'innovation parce qu'il avait eu l'idée que l'agriculture pouvait être un facteur de lutte contre le réchauffement climatique et de meilleure production. Mieux produire, mieux consommer, c'était sa formule. Ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Et à bientôt.